Bonjour, je suis Matt du site AC/DC. Bienvenue dans cette nouvelle chaîne vidéo dont le but c'est de prolonger l'expérience qu'on a habituellement sur le site par écrit dans la vidéo. Ça va me permettre un petit peu de varier les canaux de communication, de ressortir des idées que j'ai en mode brouillon depuis des années et que je n'ai pas encore rédigées. Bref, ça va nous permettre de diversifier les discussions. Aujourd'hui, on va examiner un concept, le concept d'équilibre. Avez-vous une notion de ce qu'est l'équilibre? Pensez-vous être équilibré ou pas? Pensez-vous que c'est une bonne chose? Quelle est votre idée du concept d'équilibre? C'est ce qu'on va regarder immédiatement. En général, lorsque on parle d'un concept auquel on peut attribuer un bienfait ou au contraire un méfait pour nous, on a une idée relativement linéaire. C'est-à-dire, par exemple, si on parle de fumée, que vous soyez fumeur ou pas, vous avez probablement une idée du fait que ce ne soit pas fantastique pour la santé. C'est-à-dire que si vous avez votre niveau de santé, eh bien, en fonction on va dire, d'un paramètre qui représente avec quelle intensité vous fumez, le nombre de cigarettes par jour par exemple, vous avez une idée du fait que vous passez un niveau de santé et que plus vous avancez, grosso modo, plus vous dégradez votre santé. Un tel concept a un type d'effet donné. Imaginons que vous aimiez faire l'amour, c'est une supposition. Si vous faites plus l'amour, vous êtes plus heureux. Il n'y a pas de choses complexes là-dessous. Eh bien, en général, ça ne marche pas du tout. On va examiner ça tout de suite. On a en général cette idée que les personnes qui ont un petit peu réfléchi à un minimum de sagesse dans leur vie, que tout est équilibre. Et même que, alors, pour parodier ou plutôt reprendre le slogan d'une marque d'eau que je ne citerai bien sûr pas, non pas par peur de la publicité, mais parce que je ne vais quand même pas faire la promotion de l'eau, il ne faut pas charrier, ce sera un bon Bourgogne, on en discuterait, c'est bon l'équilibre. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'équilibre? Je vais commencer par l'examiner en vous posant une question absolument pas liée à votre vie de tous les jours, mais plutôt vous parler de l'atome et de l'électron. Non mais suivez, il y a vraiment un rapport. Ici, imaginez, c'est le noyau d'un atome. Il est chargé, il a une charge électrique, plus. Puis là, vous avez un électron qui tourne autour. C'est l'électron. Il a une charge électrique moins, il s'attire. Il s'attire. C'est-à-dire que l'électron a envie d'aller en direction du noyau. Figurez-vous que la distance à laquelle il est le plus probable de trouver l'électron du noyau, c'est 0. C'est sur le noyau. Évidemment, il l'attire. Donc, si vous êtes au niveau du noyau, vous avez la plus grande probabilité de trouver l'électron, et plus vous vous éloignez, plus cette probabilité décroît. Pourtant, en moyenne, l'électron est à une certaine distance du noyau. Alors, on a l'idée de la taille d'un atome qui n'est pas nul, qui est quelque chose, et qui n'est pas non plus la taille d'un noyau. Au contraire, hein, il y a 5 ordres de grandeur entre la taille du noyau et la taille de l'électron. C'est très large. C'est complètement hirsute ce que je vous raconte là. La plus grande probabilité, la distance la plus probable, c'est 0. Et en moyenne, il se retrouve à une distance qui n'est pas du tout 0, qui est même très loin. C'est parfaitement hirsute. Ça n'a aucun sens. Si, bien sûr. Ça s'explique quand même, il ne faut pas exagérer. Voilà ce qui se passe, et voici un modèle de ce qui se passe dans beaucoup de situations qui n'ont strictement pas le moindre rapport avec la physique atomique. Ce qui se passe, c'est que on a un facteur, on a deux facteurs qui entrent en jeu. Ça, c'est, on va dire, c'est une probabilité.
Ça, c'est la distance au noyau. Je vous l'ai dit, la probabilité maximale quand on est complètement collé au noyau, elle décroît. Mais plus on s'éloigne, plus il y a de place, plus il y a de lieux qui sont à une certaine distance du noyau. C'est des coquilles sphériques. Il y a de plus en plus... Des lieux qui sont plus loin ont peut-être moins de chances chacun d'être visités, mais collectivement, à la même distance, ils sont plus nombreux. Une coquille sphérique, c'est une parabole, bref. Ce sont ces deux, c'est la conjonction, le produit même pour être très précis, de ces deux caractéristiques. Plus je m'éloigne, moins j'ai de chances d'y être, mais plus je m'éloigne, plus j'ai d'endroits pour être à cette distance-là, qui fait que le produit des deux fait qu'il y a un maximum. C'est ça qu'on appelle le rayon du noyau, le rayon de l'atome. Ça arrive tout le temps, ça arrive en permanence. C'est-à-dire qu'en général, on a discuté tout à l'heure d'exemples tels le tabac ou le plaisir de faire l'amour. En général, il n'arrive strictement jamais que l'effet d'un objet, d'un concept, d'une activité, etc., enfin, que l'effet en question soit continu. Ça n'arrive jamais, ça. Ça a toujours plus ou moins une tête comme ça. Il y a toujours un optimum, qui est l'optimum qu'on va appeler l'équilibre. Des gens vont faire une étude, par exemple. Les gens vont faire une étude sur le vin rouge. Hein, vous connaissez, ça a été fait. Qui apporte alors, dans les tanins du vin rouge, il y a certaines substances dont certaines sont antioxydantes et apportent, bon, en plus il y a des sels minéraux, j'avais croisé l'étude, peu importe, c'est pas ça la question. Dire donc que, bah voilà, ça apporte chaque verre de vin rouge, mettons par jour, apporte des bienfaits. Donc, voilà, effet sur la santé comme ça. Ça, là on a parlé des tanins. Chaque verre d'alcool absorbé, d'alcool pur, l'éthanol, hein, a un effet sur la santé. Là, par exemple, ici, dans l'occurrence, c'est l'effet sur la santé, qui va être plutôt comme ça. Et vous avez un optimum que les gens vont déterminer à un verre par jour, 2 verres par jour, etc. Moins, bah, alors là, dans le cas présent, moins, bon, vous ne perdez pas votre santé, hein, non plus, il ne faut pas exagérer, il y a des verres d'eau qui s'en portent bien. Vous êtes là, un peu, vous donnerez, d'après ces études, une meilleure santé. Et trop, il y a un moment, effectivement, on peut même tomber à zéro, on arrive à mourir de coma éthylique. Savoir cette tête-là. Parfois, le pas du tout va vous faire partir d'un effet très mauvais, ou déjà bon, etc. Il y a presque toujours, il y a très souvent un optimum. Voyons autrement, prendre des antibiotiques. Vous avez un effet santé, le fait que vous allez quand même buter des germes qui vous attaquent. Il y a un effet, donc c'est santé court terme, il y a un effet moyen terme qui est que plus vous êtes sous antibiothérapie, plus votre propre système immunitaire, qui est donc déchargé un petit peu de son taf, baisse. Et si vous êtes fait de l'hyper-antibiothérapie, je ne sais pas si le terme existe, il y a un moment, ça vous provoque plein de problèmes. Et vous avez un optimum. Vous pouvez partir de bas, hein, parce que sans antibio, il y a des choses dont on mourrait, dont on ne meurt plus, dont on mourrait jusqu'à Fleming, hein, jusqu'à la pénicilline. Et trop, ça pose des problèmes. Toujours de la même manière, si, par exemple, vous estimez, c'est une chose dont on peut débattre, mais que le sport a un bienfait pour la santé, qu'un minimum d'activité physique par rapport au fait de rester absolument dans son canapé, a un effet bénéfique pour la santé. Alors, bien entendu, vous allez prendre, plus vous allez faire du sport, plus vous allez par exemple avoir un bienfait, mettons, cardiovasculaire. On va se fixer sur ça. Mais par contre, vous allez augmenter vos risques de blessures, votre charge sur alors, les risques de tendinite aussi à long terme, la charge sur vos articulations, donc l'usure prématurée, etc., etc., etc. Et beaucoup d'hypersportifs, à long terme, se retrouvent, alors bon, hein,
on va dire qu'on n'en meurt pas non plus, mais se retrouve avec une santé âgée, disons, à un certain âge, bien moins bonne que des gens qui n'en auraient pas fait du tout, alors que des sportifs ordinaires, mais pas de haut niveau, peuvent avoir un état de santé bien meilleur. Toujours comme ça, deux effets qui se contrarient, parce que c'est le principe d'une optimisation dite sous contrainte. Tout ne va pas dans le même sens, ça n'existe pas. On est toujours dans un monde réel, on est toujours obligé. Le monde est un monde de compromis, on va le dire comme ça. C'est pas une observation forcément sociale et psychologique dont je fais état, mais simplement du fait que l'univers, c'est plein de facteurs qui vont chacun dans leur sens à eux, qui ne s'occupent pas des autres, et quand on essaie d'en faire un global, il y a un optimum. C'est cet optimum qu'on va appeler l'équilibre, bien sûr. Si vous ne faites rien de votre vie, puisque on peut aussi aborder ce genre de sujet, on peut en déduire que votre vie, la valeur de votre vie, c'est typiquement, allez, c'est zéro. C'est de la daube, c'est rien, c'est pas la peine, c'était pas la peine de naître. Hein, bon, c'est zéro. Vous créez, vous faites des tas de choses passionnantes, fantastiques, vous avez une vie vraiment très intéressante. Vous vous épuisez, vous ne voyez plus le jour, vous ne prenez aucun temps de repos, ou alors vous avez vos projets vous dévorent tant que vous n'avez pas de vie personnelle, de vie familiale, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de vie amoureuse, vous n'avez pas... voilà, vous ne dormez pas, vous êtes en insomnie complète parce qu'il faut travailler, vous faites de la tachycardie, bon. Évidemment, l'effet d'accomplissement est mangé par ce qui vous reste en termes de niveau d'énergie, est mangé par l'absence de repos. Il y a un optimum. C'est à peu près dans tous sens. C'est en ce sens-là que n'importe quel sage, et ça c'est pas spécialement d'hier, hein, même des gens qui ne connaissaient pas le comportement de l'électron dans le noyau, Isabelle Lurette, ont toujours appuyé sur l'équilibre. Première chose qu'on voulait voir. Mais ça ne s'arrête pas là. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça peut être très très con, en fait, de chercher l'équilibre à tout prix. Ce que moi, j'ai tendance à dénommer dans la vie courante le consensus mou. Exemple, analogie. Ici, vous avez, il est énorme, voilà, schématiquement, un ballon de basket. Ici, vous avez un panneau et un joli panier de basket comme ça. Hop, hop, bien. Votre but est clairement matérialisé par l'arceau. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez aller choisir d'utiliser le panneau. Vous tirez, faites un tir, hop, rebond, hop, dans le... paf, dans l'arceau. Vous pouvez aussi, en fonction des situations, parce que quelqu'un vous contre ici ou pas là, ou parce que votre angle à vous, parce que votre élan, etc. Vous pouvez choisir d'utiliser le panneau. Vous pouvez choisir évidemment de tirer directement. Il y a un choix à faire. Vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas optimiser vos chances de gain, de marquer, en l'occurrence, en prenant un peu toutes les solutions, en faisant une moyenne qui satisfait tout le monde, c'est-à-dire en tirant quelque part entre le bon endroit sur le panneau, mettons ici, et le centre du panier. Vous allez faire ça, la balle va rebondir là et va sortir. Ça ne marche pas du tout. On ne peut pas, sous couvert d'équilibre en toute chose, tenter de croire que la moyenne de tout ce qui peut marcher est quelque chose qui peut marcher, voire qui peut marcher encore mieux. C'est régulièrement quelque chose qui foire complètement. Quand vous avez deux routes qui mènent à Rome, puisque normalement hein, c'est le principe d'une route, non, ça ne marche pas mieux, avec surtout si vous êtes en camion, de passer par le talus qui fait, qui fait la moyenne entre la route qui part à gauche et la route qui part à droite pour vous retrouver au même endroit. C'est pas vrai. L'équilibre n'est
est une recherche constante à avoir dans sa vie, c'est une certitude, mais elle n'est pas un substitut au fait de faire un choix. Tout est là. Le choix. Le choix, c'est un art difficile. Pourquoi? Parce que choisir, c'est toujours un peu renoncer. Ça peut être renoncer à vie, ou simplement temporairement, mais c'est toujours mettre quelque chose de côté. On n'a jamais... on a rarement une seule option qui s'ouvre dans la vie. On est en pays libre, on a du pot, on peut faire des tas de choses. Quand on veut faire un peu tout à la fois, c'est très très difficile d'avancer. Si on veut contenter tout le monde autour de soi, on se retrouve avec une solution qui déçoit tout le monde, finalement, etc. etc. L'équilibre n'est pas un substitut pour le fait du choix. J'avais récemment eu un article sur mon site qui s'appelait « Petite critique de l'immobilisme vu comme choix philosophique », qui était la critique d'un autre article écrit par quelqu'un d'autre qui avait comme leitmotiv « Ah tiens, il se passe quelque chose, est-ce que c'est bien, c'est mal? Ah on ne sait pas, on ne peut pas juger, on ne sait pas ce qu'il va y aller avoir après. Ah tu vois, tu croyais que c'était bien, maintenant tu vois que c'est mal. Ah bah finalement c'est bien, bah finalement c'est mal. » Donc on ne juge jamais, on ne prend jamais position. Ça ne marche pas. Hormis une volonté de régression intra-utérine, c'est à peu près tout ce que ça peut vous amener à avoir. Donc, l'équilibre, ça peut être très con si c'est un moyen d'éviter le choix. C'est là que je veux en venir. Donc ça, c'était la partie antithèse de la petite digression sur l'équilibre. Mais ça ne s'arrête encore pas là. Maintenant qu'on a vu que mener une vie équilibrée, c'est une recherche absolue, mais que ça ne doit pas vous conduire à tenter d'avoir à la fois un peu le beurre et un peu l'argent du beurre, petite observation sur ce qu'est l'équilibre. Par définition, quelque chose qui est à l'équilibre, ça ne bouge pas, c'est statique. C'est statique. Là, si, on va repartir sur des petits exemples légèrement physiques, si vous avez, mettons, une paroi qui a cette forme-là, vous avez une bille dedans, l'état d'équilibre pour la bille, c'est ici. Par définition, c'est l'endroit où elle ne bouge plus. Par définition, pour un physicien, c'est un endroit, par exemple, où toutes les forces s'équilibrent. Celles qui lui font aller par là, celles qui les font aller par là. Elle s'équilibre. Ça ne bouge pas. À l'équilibre, il faut retenir ça, il ne se passe rien. C'est pas forcément ce qu'on veut en toutes circonstances qu'il ne se passe rien. Exemple. Ce qu'on veut parfois, c'est que il se passe des choses de manière continue et pas trop violente. Voici, sous vos yeux ébahis, un magnifique bonhomme. Là, il a un bras là, il a un autre bras là. Il a ces deux jambes qui sont vues de profil. Il est à l'équilibre, son centre de gravité est au-dessus de l'endroit où il est posé. Il ne bouge pas, comme moi actuellement. Contrairement au coup de la bille, c'est ce qu'on appelle un équilibre instable, notez bien, parce que s'il se penche d'un côté ou de l'autre, les forces en question, justement, vont avoir tendance à le faire encore plus tomber. Dans le cas, par rapport au cas précédent, ce serait le cas où la bille serait exactement au sommet d'une colline comme ça. La moindre perturbation augmente encore l'éloignement qu'elle a de son point d'équilibre, et donc ça va se produire. Ça va se produire et ça va tomber, ça va se casser la tronche. C'est pas maîtrisé. Mais dans un équilibre instable comme ça, qui est maîtrisé, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer, pour marcher? Essayez de rester droit, parfaitement droit, et d'avancer un pied. Bon là évidemment, il faudrait que je cadre un peu plus bas que vous le voyez, mais vous ne pouvez pas avancer un pied, il ne se passe rien. Il faut pencher légèrement votre port vers l'avant, en exagérant très largement, mon bonhomme, il va se retrouver penché comme ça. Là, il est posé ici,
il est là, il est en déséquilibre, ça va l'avancer, ça va lui permettre de poser son second pied, etc. etc. C'est-à-dire que si on regarde droit dans les yeux, la marche, c'est une suite de chutes qui n'arrivent pas à leur terme. Suite ininterrompue de début de chute. Si notre homme est extrêmement pressé, il se penche un peu plus, il va courir. Bon. S'il est encore plus pressé, s'il se laisse en déséquilibre comme ça, jusqu'à se barrer complètement, il ne va pas pouvoir mettre son pied là en grand écart, etc. et avancer. Il se casse la gueule. Il se casse la gueule, ça peut être une métaphore de personnes tombant dans l'alcoolisme ou dans la drogue d'ailleurs. Cette espèce de déséquilibre extrême, jusqu'à un endroit où on ne peut pas remonter. Ça se passe même chez les poissons, ça. Hein. Les poissons, ils sont capables de gérer plus ou moins leur flottaison, un peu comme des sous-marins, avec leurs muscles internes, en faisant plus ou moins des espaces. S'ils vont trop profondément, c'est comme notre homme qui se déséquilibre trop, ils n'ont pas plus assez de force pour repousser, refaire leur cavité par rapport à la pression de l'eau à laquelle ils sont soumis, ils restent au fond. Ils vont marcher, ils se sont trop penchés, ils sont tombés, quoi. Néanmoins, et c'est en ce sens-là qu'on craint le déséquilibre fort. Néanmoins, sans un déséquilibre léger, celui de la marche, on ne va nulle part. Rien ne bouge. Ça n'a aucun intérêt. Le monde que nous voyons est construit hors d'équilibre. L'entrepreneuriat est basé sur des déséquilibres économiques. L'artiste, le créatif, crée, est mu dans sa création, souvent, en tout cas parfois, par un déséquilibre interne qu'il pousse à créer. Si vous voyez Verlaine ou Van Gogh comme des modèles d'équilibre, comme des moines bouddhistes, il y a un problème, ça ne leur ressemble pas du tout. Le problème n'est pas le déséquilibre, le problème c'est de le gérer, excusez-moi, et de le maintenir faible et dynamique. Dans le monde, si tout allait vers l'équilibre, si vous avez une goutte d'eau qui tombe d'un nuage et qui gèle, qui refroidit tout doucement, vous avez un bloc de glace. Ça n'a strictement aucun intérêt, une petite goutte de glace. Si ça refroidit d'un coup, il ne va pas pouvoir, chaque molécule d'eau va venir, va se figer, va plus bouger, va arriver dans son réseau plus ou moins. Si vous faites ça très vite, vous avez un flocon de neige. Excusez-moi. Et bien un flocon de neige, en général on trouve ça beaucoup plus intéressant qu'un tout petit bout de glace. De la même manière, si chaque force de l'univers, dans le monde physique, va avoir tendance à vous emmener vers son état d'équilibre à lui, ou à elle, pardon, dans lequel tout se ressemble. La force nucléaire, forte, n'a qu'une seule envie, c'est que l'univers soit composé que d'atomes de fer. La gravitation n'a qu'un seul désir, c'est de ne faire que des trous noirs, grosso modo. Je pousse un peu, mais c'est le fait d'être hors équilibre qui crée la diversité. Si on n'était pas un univers en expansion, si on était un univers statique, éternel, etc., bon, ça pose d'autres problèmes que celui-ci, mais en tout cas, si on était dans un univers tel que celui-là, il n'y a pas d'émergence de la vie, c'est un processus hors d'équilibre. Quand on est trop déséquilibré, une cellule, mettons, elle est là pour maintenir un équilibre. Elle a une membrane, ou un animal, nous avec, un Homo sapiens, a des parois, essaie de maintenir, alors ça dépend des formes de vie, on peut essayer de maintenir donc des équilibres chimiques, des équilibres thermiques, etc. etc., etc. Et un faible déséquilibre l'entraîne vers, par exemple, des formes peut l'entraîner vers l'évolution, etc. Alors qu'un trop fort équilibre entraîne vers la mort. C'est dans ce sens-là qu'une situation dynamique est intéressante, c'est un déséquilibre maîtrisé. Et ça, c'est pareil un petit peu dans la vie quand même, parce que c'est un petit peu là qu'on en venait. C'est pour ça, c'est en admettant ça qu'on peut se battre contre ce que j'appelais juste avant le consensus mou.
Puisque le consensus mou, c'est si tout allait bien, si tout va bien, je ne bouge pas, mais je suis heureux, déjà pas mal. Si tout va mal, là, je suis très malheureux, mais je bouge, je change des choses, en règle générale. Enfin, par chez nous, en Occident, au XXIe siècle, dans des pays libres, etc. Bon, il y a moyen, il y a largement moyen de changer, que ce soit votre travail, que ce soit votre couple, que ce soit votre situation, que ce soit vos amis, que ce soit le lieu où vous habitez. Bref, vous n'avez que des solutions. Ça, c'est si tout va très mal. Si rien n'est grave, mais que rien n'est bien non plus, vous tombez sur ce que j'appelle, pour ma part, le consensus mou. Ah ouais, je suis pas vraiment, oh, j'ai un travail, oui, c'est pas mal, on va pas se plaindre, il y a vraiment pire ailleurs, alors là, je serais vraiment mal placé de me plaindre. Ouais, non, c'est pas terrible, mais ça pourrait pire si je quittais, je pourrais vraiment avoir pire. Hein. Vous pouvez remplacer le travail par couple, hein, vous pouvez remplacer ça par n'importe quoi, n'importe quoi. C'est le consensus mou. Le fait d'admettre la notion, ce qu'est la notion d'équilibre va vous permettre de passer par-delà ça. Mais il faut bien voir que c'est quand même sur un déséquilibre léger, finalement, que vous allez avancer. Sinon, vous êtes là, vous êtes heureux, je ne sais, ou en tout cas, vous n'avez pas d'énergie pour avancer. Il faut admettre que des transitions hors d'état d'équilibre, c'est pas grave, c'est ce qui vous fait bouger. Là, je suis peut-être bien où je suis. Je vais décider un moment que je serai mieux là-bas. Je vais mettre en léger d'équilibre, je vais marcher, je vais me rendre là-bas, et là, je vais m'y arrêter, je serai bien. Cet état transitoire, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Enfin, petit classique de la gestion, de la non-gestion de ces situations d'optimum. Imaginons que vous avez une situation de la vie, comme d'habitude, pour laquelle un paramètre donné, ça peut être votre relation à l'argent, votre relation aux autres, ça peut être énormément de choses. Énormément de choses. J'ai discuté de ce genre de sujet déjà beaucoup sur le site, par écrit. Je vous invite à lire. Vous voulez plus d'argent, moins d'argent, plus de conquêtes, par exemple. Vous voulez aider plus les gens, moins les gens. Bon. Un paramètre de votre vie qui, comme peu de choses sont blanches ou noires, peut avoir un effet sur votre bien-être, sur un mélange qui va être entre vos valeurs et votre bonheur direct, sur quelque chose qui fait finalement une composante de votre bonheur, un effet comme d'habitude, quelque chose comme ça. Un classique, un grand classique, c'est ceci. Vos valeurs, vous en dites, tiens, les gens sont là d'habitude, par exemple, ça peut être des valeurs d'altruisme, ou d'aider aux gens, ou ça peut être un rapport avec l'argent, c'est un classique. Oui, les gens, on est tous là, on est tous pauvres, et puis si on est plus riche, on est plus heureux, machin. Alors ça, on va abondamment l'aborder, mais encore dans un cadre très légèrement différent, je vous tiendrai au courant. Ça peut être oui, il faut aider les gens, il faut s'oublier soi-même et aider les autres et tout. Vos valeurs vous montrent que quand on le fait, là on part de zéro, on le fait, on va vers le haut. C'est mieux, c'est plus dans vos valeurs, vous créez des choses, vous êtes plus heureux, ou je ne sais. N'importe quoi d'autre, hein, ne fixez pas sur ces exemples. Et vous le défendez tellement intellectuellement dans votre tête vis-à-vis des autres, cette direction-là, peut-être avec raison, hein, ça c'est pas la question, que vous décidez que c'est un absolu. Vous manquez complètement le point optimum. Je ne sais pas, ça peut être charité bien ordonnée commence par soi-même, ça peut être etc. Hein, ça peut être symbolisé par quelque chose un proverbe, magnifique les proverbes toujours évidemment. Alors, pour qu'on voit clair, d'ailleurs, on va un petit peu rétrécir ça.
Donc vous avez complètement manqué l'optimum, qui est là. Et quand ça commence à descendre, vous affirmez que ça continue à monter. Et vous, quand vous êtes là, vous prétendez être là, etc. Le mécanisme classique du raté du point optimum, au lieu de run, venir là, ah non, et se stabiliser, chercher cet équilibre, le mécanisme absolument classique, c'est la surcompensation. Une fois que tu es là, tu pars par là, c'est une erreur, vous dit-on. Vous vous dites, non, 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 moi, voilà, ça fait 1 an, 10 ans, 50 ans, je ne sais quoi, que je prône ça, que je le défends, que je me dis que forcément, il faut aller dans cette direction, il faut aller par là, il faut aller par là, il faut aller par là, il faut donner plus de temps ou d'énergie à des gens, faut faire plus d'efforts, il faut faire plus de sport, et comme ça, on est mieux, on en parlait tout à l'heure, etc. Alors que là, vous commencez à demander trop à votre corps, par rapport à des systèmes de blessures à répétition, où il faut plus travailler parce que mes valeurs c'est le travail, etc. Alors que vous êtes en train de faire un burn-out, une dépression nerveuse, quelque chose, etc. Les gens, la réalité, quelque chose vous dit, non, là, aller par là, à partir d'ici, aller par là est une erreur. Vous comprenez, aller par là est une erreur d'une manière générale, parce que vous avez cette vision un petit peu monodirection de la chose, et vous allez faire, non seulement vous allez aller là, prétendant être là, hein, c'est-à-dire, oh là là, c'est encore mieux, etc., mais pour montrer aux gens que, ou à l'univers, mais souvent aux gens quand même, hein, que vous n'êtes pas dans l'erreur dans le fait que ça, ce soit votre direction, l'ego va vous pousser non pas à rester là, un peu au-delà de machin, mais à continuer, en rajouter une couche pour dire, non seulement, vous voyez bien que je n'aime certainement pas avoir tort, puisque regardez, je vous le démontre, quand on est là, ça c'est mieux, etc. Donc je ne voudrais pas dire que j'ai tort. Vous allez en rajouter, en rajouter, en rajouter, en rajouter. Et vous allez être pris dans votre propre piège vis-à-vis de l'ego. Pour ceux qui avaient lu ma petite nouvelle sur le site, qui traitait de trop d'ego et de pas assez d'ego. L'ego, c'est une magnifique histoire d'équilibre. Hein. Pas d'ego, on ne fait strictement rien de sa vie. Trop d'ego, on refuse de voir ses erreurs, on en est là. Ce déséquilibre-là vous entraîne vers d'autres déséquilibres. Ce phénomène de surcompensation, c'est non seulement vous allez aller trop loin, mais vous allez en rajouter. Et plus vous allez avoir des échecs, ou des gens qui vous disent « vous avez tort, vous êtes excessif », j'ai vu des gens partir comme ça très très loin même dans diverses situations personnelles, et même parfois partir beaucoup plus loin qu'ils n'avaient voulu dans des positions morales, voire politiques, parce que, je vais avoir du monde, ok d'accord, c'est bien, tu as fait ton truc, d'ailleurs des trucs intéressants dans ce que tu dis, mais là, non, arrête d'en rajouter, arrête d'en rajouter. Quoi, j'en rajoute? Non, 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 pas du tout. Alors je vais vous démontrer que j'en rajoute pas du tout et que c'est pas une fierté ou machin. Je vais en remettre, et on tombe. La gestion, le déséquilibre, c'est quelque chose, la recherche d'équilibre est un guide dans votre vie, tant que ça ne se substitue pas à la prise de choix, à la prise de décision. Les déséquilibres ponctuels locaux, c'est ce qui va vous permettre d'avancer tant qu'ils sont maîtrisés. Et pour ça, il faut voir sans ego hein, que vous êtes arrivé à destination et que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Vous êtes peut-être plus au soleil là-bas, mais si vous continuez à marcher parce que vous êtes passé d'un endroit pas agréable à un endroit agréable, et donc plus on marche, mieux c'est, vous allez casser la gueule dans le précipice. C'est ça le truc. Être capable de monitorer, même si votre ego vous dit « ouais, ça fait, j'arrête pas de dire qu'il faut aller dans cette direction-là, les gens m'ont dit non, les gens m'ont dit qu'ils n'ont pas voulu bouger, ils n'étaient pas capables de bouger, de se bouger dans leur vie, moi je l'ai fait, donc j'étais dans une direction, c'est bien. » Mais ça suffit. Même si votre ego vous dit, bah non, vas-y, remets-en. Tout est là. C'est toute la finesse de la gestion de l'équilibre. Rechercher l'équilibre. Savoir que aller vers une situation bonne, meilleure, plus équilibrée, se fait en gérant des équilibres, qui doit être modeste, et qu'on sait quand l'arrêter. Voilà, c'était la petite digression sur l'équilibre, donc une nouvelle manière pour moi d'exprimer des idées.
très différente de l'expression par écrit. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter d'ACDC, bien entendu, à lire le blog et à suivre, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.